Napoléon Bonaparte. Rien que le nom, ça évoque tout de suite le génie militaire, l'empereur, une figure absolument légendaire de l'histoire. Oui, un tacticien hors pair, un homme d'État qui a complètement redessiné la carte de l'Europe. Son héritage, on a l'impression que c'est quelque chose de gravé dans le marbre. Mais est-ce que tout est vrai dans cette légende? Et si une bonne partie de ce qu'on croit savoir, n'était en fait qu'un mythe? Allez, c'est ce qu'on va voir ensemble, on va tenter de démêler l'homme de la légende. Alors, on va commencer par s'attaquer à quelques-unes des histoires les plus tenaces qui circulent sur Napoléon. Et je vous préviens, certaines choses risquent de vous surprendre. On commence fort avec le cliché par excellence, le fameux complexe de Napoléon. Cette idée qu'il compensait sa petite taille par une ambition dévorante, c'est tellement ancré dans notre culture que c'est même devenu un concept en psychologie. Sauf que la réalité, comme souvent, est un peu plus complexe. Sa taille était de 5 pieds 2 pouces, oui, mais en unité française de l'époque. Si on convertit ça aujourd'hui, ça fait 1,69 m. C'était une taille tout à fait normale pour un homme de son temps. Alors d'où vient cette idée? Probablement d'un bon mélange de propagande anglaise et d'une simple confusion d'unités de mesure. Un autre grand classique, la peur panique des chats, l'ailurophobie. On imagine bien la scène, ce conquérant redoutable qui prend ses jambes à son cou devant un petit matou. Mais là encore, quand on creuse un peu, la légende s'effondre. Il n'y a absolument aucune preuve historique sérieuse que Napoléon craignait les chats. En fait, tout ça vient sûrement d'une confusion avec son neveu Napoléon III, qui lui en avait une peur bleue. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que sa femme, Joséphine, adorait les chats et en avait toute une colonie. Bon, maintenant qu'on a fait un peu de ménage dans les mythes, passons à ce qui a vraiment fait sa grandeur, sa capacité de travail qui était juste surhumaine. C'est lui-même qui le disait. Napoléon était un bourreau de travail, un véritable obsessionnel. Il affirmait travailler 16 heures par jour, non-stop. C'est cette discipline de fer qui lui a permis de gérer un empire tout en menant ses armées. Et ce qui est fascinant, c'est sa méthode. Il appelait ça son esprit armoire. Il voyait son cerveau comme une grande commode. Chaque sujet, chaque problème avait son propre tiroir. Quand il voulait bosser sur un truc, hop, il ouvrait le bon tiroir. Pour passer à autre chose, il fermait le premier et en ouvrait un autre. Et pour dormir, facile, il fermait tous les tiroirs. C'est assez génial comme concept, non? C'est cette organisation mentale de fou, couplée à des journées interminables, qui explique sa productivité incroyable. Son génie, au fond, ce n'était pas un don du ciel, mais bien le résultat d'un effort constant, acharné. Mais derrière le général et le travailleur infatigable, il y avait un homme avec des côtés bien plus surprenants, beaucoup plus personnels. Allons voir ça de plus près. Ça, par exemple, c'est assez inattendu. Il a écrit un roman d'amour. C'est si, en 1795, alors qu'il était un jeune général, il a écrit une nouvelle de 17 pages, Clisson et Eugénie. C'est une sorte d'autoportrait romancé qui nous montre un côté bien plus sensible du personnage. Autre petite anecdote assez drôle, Napoléon chantait, mais comme une casserole. Apparemment, quand il était agité ou pensif, il se mettait à fredonner, mais sans aucune justesse. Ses proches disaient que c'était une catastrophe. Et celle-là est pas mal non plus. Au sommet de sa puissance, il aimait se déguiser en simple bourgeois pour se balader incognito dans Paris. Son objectif? Écouter ce que les gens pensaient vraiment de leur empereur. On passe à un fait un peu plus sombre, maintenant. Il portait en permanence une fiole de poison autour du cou. C'était son assurance-vie pour ne jamais être capturé vivant. D'ailleurs, il a essayé de l'utiliser en 1814, mais avec le temps, le poison avait perdu de sa force et ça l'a juste rendu extrêmement malade. Cet homme qui contrôlait des armées immenses et des nations entières menait en réalité une autre guerre, bien plus intime. Une bataille de tous les jours contre la douleur et la maladie. Sa santé a toujours été un problème, depuis une grave blessure en 1793. Et ses soucis de santé ont parfois eu un impact direct sur l'histoire. La veille de Borodino, par exemple, il souffrait terriblement d'une infection urinaire. Et à Waterloo, on raconte qu'une crise d'hémorroïdes l'aurait empêché de commander efficacement depuis son cheval. La liste de ces maladies est vraiment stupéfiante. On en vient à se demander si son plus grand ennemi, ce n'était pas son propre corps. En plus du cancer de l'estomac qu'il a emporté, il a souffert de calculs, de blessures de guerre qui ne guérissaient jamais vraiment bien. Sa vie a été un combat quasi permanent contre la douleur. On comprend mieux pourquoi il se méfiait autant des médecins, comme le montre cette citation. Il était très sceptique. Et franchement, vu les traitements de l'époque, on peut le comprendre. Mais attention, réduire Napoléon au simple général, ce serait une grave erreur. Son héritage est bien plus vaste, bien plus complexe que ça. Un des exemples les plus frappants, c'est la pierre de Rosette. Elle a été découverte par ses soldats pendant la campagne d'Égypte.
Et c'est cette pierre qui a servi de clé pour déchiffrer les hiéroglyphes, ce qui a carrément fondé l'égyptologie moderne. Et au-delà de cette découverte, son influence est encore partout aujourd'hui. Le Code civil, ou Code Napoléon, a modernisé le droit en France et a servi de modèle dans le monde entier. Il a aussi centralisé l'État, créé des institutions qui existent toujours. En bref, il a consolidé de nombreux acquis de la Révolution. Alors au final, qui était vraiment Napoléon? Un tyran mégalomane ou un visionnaire de génie? Un homme de culture et de loi ou un chef de guerre impitoyable? La vérité, c'est qu'il était sûrement un peu de tout ça en même temps. Un personnage d'une complexité incroyable dont les contradictions continuent de nous fasciner et de nous interroger.